C'est un après-midi de juillet. Il fait beau temps et les oiseaux dans le ciel bercent la nature par leurs chants qui toujours procurent des sensations assez agréables. La pluie vient de cesser et les rayons de soleil de leur nature miraculeuse font davantage ressortir l'odeur de terre mouillée. En cette saison de l'année, l'on débarrasse les tiges de haricots des mauvaises herbes à l'aide d'une houe à l'ouest du Cameroun, région où les terres sont fertiles, le climat favorable et une population laborieuse. Assise sur une pierre dans la grande cour de la concession familiale, Charlotte admire la nature. Élevée dans une famille chrétienne, la jeune fille de 13 ans ira passer ses vacances chez sa tante Bernadette à Konsamba, ville du littoral située à 145 km de Douala et à 370 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ici, nous sommes en 2003. Charlotte a plutôt une tante douce et protectrice. Cette veuve de 50 ans, à la silhouette fluette, a hérité d'une grosse fortune de son défunt mari, dont une plantation de 5 hectares. Bien qu'elle n'ait pas pu connaître les douleurs de l'enfantement, Bernadette élève Jean-Jacques, le seul fils de son mari Léon, décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 60 ans. Affectueusement appelé par ses amis Papa Galant, du fait de sa loyauté et de sa générosité, Léon avait succombé à une blessure inguérissable qui avait été provoquée de façon mystique par Marthe, sa maîtresse, avec l'aide d'un charlatan du village. Marthe, maman biologique de Jean, alors voisine de Bernadette, avait avoué son crime avant de rendre l'âme après l'accouchement de son fils, alors qu'elle avait 30 ans. La jeune maman, sur son lit de mort, avait confié son fils à Bernadette après lui avoir demandé pardon d'avoir entretenu une relation adultérine avec son mari. Jean, âgé de 14 ans, aimait bien accompagner celle qui était devenue sa maman pour les travaux champêtres. C'est à croire que son père lui aurait transmis cette passion pour le travail de la terre, comme avait l'habitude de dire Bernadette, qui parlait de lui comme étant son âme, en langue bamileke, qui veut dire soleil, car le jeune homme l'aimait, la respectait et la défendait. C'était sa maman, celle qui le chérissait plus que tout dans ce monde où les vautours n'ont de cesse de vouloir s'attaquer aux plus innocents. Oui, ce monde où la confiance et le respect ont cédé place à la méfiance et le mépris. Pis encore, un monde dans lequel les enfants se lèvent contre des parents qui, de leur côté, n'hésitent pas très souvent à se débarrasser de leur progéniture comme d'un vêtement usé que l'on met à la poubelle. Dans cet univers où il est de plus en plus difficile de marcher dans la rue sans craindre le pire, l'humanité semble avoir foutu le camp. Mais fort heureusement, au milieu de tout ceci, l'on retrouve encore des âmes pensantes et bienveillantes comme Bernadette. C'est par un temps ensoleillé que Charlotte arrive à Barré, un quartier tout près de Konsamba. Après s'être bien installée, elle prend connaissance des lieux. Loin de chez elle, la jeune fille s'habitue peu à peu à ce nouvel environnement. Entourée de ménagères, c'est la belle vie. Je n'ai même pas besoin de laver mes vêtements. On fait tout pour moi et quel que soit l'endroit où l'on veut se rendre, il y a un chauffeur pour nous y conduire. Il faut dire que l'agent est utile, se disait Charlotte. Une semaine s'est écoulée depuis son arrivée. Jusque-là, rien à signaler. La vie est paisible. Bernadette décide alors de se rendre à la plantation pour quelques travaux. Il est 7 heures du matin, le jeudi 20 juillet 2017, lorsque Bernadette et ses enfants prennent la route. Au volant de sa pick-up, ils en ont pour une trentaine de minutes. La journée s'annonce pleine de couleurs. La petite famille sur le chemin de la plantation est loin de se douter que c'est un jour pas comme les autres. Eh bien, qui aurait pu le savoir, sinon Dieu seul? Une fois arrivés à la plantation, Bernadette et ses enfants prennent leur petit déjeuner avant de se mettre au travail. Il est environ 10 heures du matin lorsque Charlotte remarque quelque chose d'étrange. Comme l'eau abonde dans une rivière, une vague de fourmis rouges avance au fur et à mesure que le travail évolue. Apeurée, Charlotte s'empressa de dire « Grand-mère de son vivant me disait qu'il y a des signes qui annoncent le malheur.
explique-t-elle à sa tante qui a vite fait de venir. C'est vrai, Charlotte, retorqua Bernadette. Mais dis-toi qu'il n'y a rien de grave. Soudain, le téléphone sonne. Maman, ton téléphone sonne, s'écrie Jean d'une voix empressée. Alors oui. Bernadette pose des cris de détresse et sans raccrocher son téléphone, elle s'affale sur le sol et pleure à chaudes larmes. Charlotte, qui la tient par le bras, vient d'apprendre qu'elle est maintenant orpheline. Ses parents viennent de perdre la vie dans un incendie qui a consumé leur maison familiale. Le cœur de la jeune fille s'emballe. Il n'y a plus que de grosses gouttes de larmes qui brûlent son visage. « Non, maman, ce n'est pas vrai. Dis-moi que tout ça est un cauchemar, papa, » se répétait-elle sans cesse. « Était-il écrit qu'il finirait de cette façon ?» se demande Charlotte. Les jours qui suivirent furent amers pour la jeune orpheline qui se nourrissait de ses larmes. Après avoir perdu son petit frère 2 jours après sa naissance, Charlotte, à présent âgée de 13 ans, était l'unique rejeton encore en vie de cette famille où régnait entente, harmonie et amour. Le souvenir de ses parents ne la quittait plus. Charlotte en veut à Dieu, car, dit-elle, « Il a laissé mes parents périr dans les flammes. » Bernadette, dont la sœur cadette, Merveille et son beau-frère Claude-Édouard, âgés respectivement de 40 et de 45 ans, ne sont plus, a du mal à accepter la dure réalité. De son vivant, Merveille avait souhaité être enterrée auprès de son mari si jamais il venait à partir avant elle. Ils furent donc tous deux inhumés à Diandam sur un lopin de terre qu'avait reçu Claude de son père, décédé après avoir vendu tous ses biens. Diandam, ce quartier de la ville de Bafoussam, a vu grandir Charlotte. Là se trouvent tous ses souvenirs d'enfance. Avec des parents cultivateurs, la jeune orpheline n'avait plus que le terrain sur lequel était bâtie leur maison pour héritage. Après l'enterrement, Charlotte doit alors rentrer sur Kansamba, étant donné que la jeune fille n'a plus que sa tante et son cousin Jean, et connaît à peine Justine, la sœur de son papa qui vit en France. Adriane, de son petit nom, Adi, est l'amie d'enfance de Charlotte. Avant de faire leurs adieux, elle rapporte à cette dernière que l'incendie aurait été provoqué par une bougie allumée, car la veille de cette tragédie, Adi était allé chercher du bois dans les champs pour la mère de Charlotte. De retour à 18h avec son fagot de bois, Adi avait constaté qu'il n'y avait pas de lumière. Bref, il y avait coupure d'énergie électrique. La maman de Charlotte avait alors allumé une bougie qu'elle et son mari auraient oublié d'éteindre avant de s'endormir, ce qui aurait provoqué l'incendie. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi n'avez-vous pas empêché l'incendie ?» s'interroge Charlotte toute irritée. À présent, elle en veut à tout le monde. Bien que quelque chose se soit brisé en elle, une pensée subsiste néanmoins dans son esprit. « Dans la vie, ma fille, quels que soient les obstacles et les difficultés que tu rencontres, que ta foi jamais ne chancelle. Va toujours de l'avant et mets ta confiance en l'Éternel, et il agira. » Lui rappelait sans cesse sa maman. Ces paroles apportaient un peu de chaleur dans son cœur. Ne dit-on pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres? Sans pour autant se réjouir de la situation triste que venait de vivre Charlotte, Bernadette avait à présent 2 enfants et en était ravie. La vie devait alors poursuivre son cours. Il est temps pour la petite famille de retourner à Kansamba. Adi insiste pour les accompagner à l'agence de voyage. Après avoir acheté les billets, les places sont très vite réservées dans le bus. Sur son siège, Charlotte a posé le bouquin que lui a offert son ami. La séparation est douloureuse et très mélancolique, car les 2 filles ont du mal à accepter la situation. Si ce n'était l'intervention de Bernadette pour leur faire entendre raison, elles seraient restées là une éternité. Lorsque le bus décolle enfin, il n'y a plus que cette brise du vent qui essaie tant bien que mal de consoler la jeune fille, debout sur le trottoir, les yeux pleins de larmes. D'un signe de la main, Adi fait ses adieux à Charlotte. Cette dernière a l'estomac serré. Jean, tenant sa main, essaie de la consoler. 3 heures, c'est le temps que va durer le voyage.
Charlotte décide de se plonger dans la lecture du roman que lui a remis Adi et qui a pour titre « Une amie pour la vie ». Quelle pouvait bien être l'histoire que contenait ce livre? Charlotte était bien décidée à la découvrir. Bernadette, qui observait sa nièce, trouvait cela bien. Elle se disait en elle-même « Cela l'aidera à se distraire ». Il a fallu juste 2h30 pour que la jeune fille se remette à fondre en larmes. Elle vient d'achever son livre de 200 pages. Celui-ci racontait l'histoire de deux amies, Sandra et Julie, qui ont grandi ensemble dans une ville du Canada et qui malheureusement se sont perdues de vue lorsque les parents de Julie ont migré vers un autre pays pour des raisons professionnelles. Malgré la tristesse qu'elles éprouvaient, elles s'étaient promises l'une à l'autre de se revoir un jour, ce qui fut d'ailleurs le cas, même si c'était dans des circonstances malheureuses. Car lorsque Sandra alla poursuivre ses études aux États-Unis où vivait Julie, elle apprit que son amie était morte, cela faisait 2 mois. Charlotte, qui venait de se séparer d'avec sa meilleure amie, se demandait si leur amitié connaîtrait le même dénouement que celui de Sandra et de Julie. Elle espérait que non. Ici s'achève la première partie de mon roman. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.